Terrain social. Hugues Chevarin. Laurine Tizy. Laurine Tizy est doctorante. Elle prépare une thèse de sociologie à l'Université Paris 8 sous la direction de Dominique Mémy. Ses recherches portent sur le genre, le corps et la sexualité. L'adoption, en première lecture, en octobre 2020, à l'Assemblée nationale, d'une proposition de loi visant à allonger le délai légal de recours à l'IVG, puis rejetée par un vote au Sénat le 20 janvier dernier, a ravivé le débat sur ce sujet en France. Cette proposition se veut une réponse à un manque de praticiens et à la fermeture progressive des centres IVG. Il n'en fallait pas plus pour que le pavé parisien résonne à nouveau des slogans anti-IVG dans une marche pour la vie. Mais qu'en est-il de la parole, plus rare et plus discrète, des femmes ayant avorté ? Quelques 45 ans après le vote de la loi Veil, cette parole existe, mais n'est que peu relayée. Terrain social, aujourd'hui, vous propose de comprendre cette parole et ses silences. Terrain social. Bonjour Laurine Tizy. Bonjour. Y a-t-il toujours en 2021 un tabou autour de l'avortement, une parole des femmes qui ne se dit pas ? Alors oui, je pense qu'on peut sans hésitation répondre oui à cette question. Est-ce que les femmes sont directement stigmatisées, c'est-à-dire est-ce qu'on va ouvertement leur faire des réflexions ou des commentaires ? Pas forcément, même si ça arrive quand même assez régulièrement dans les prises en charge médicales, notamment au moment des échographies en fait. Elles sont dans une démarche d'IVG et on va leur montrer l'échographie, on va leur faire écouter le cœur, etc. Mais au-delà, de cette stigmatisation explicite, en fait, il y a beaucoup de tabous intériorisés. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes s'autocensurent. Elles ont conscience que l'IVG demeure très stigmatisée et donc en fait, elles font le choix elles-mêmes de pas en parler, de dissimuler le fait qu'elles recourent à l'avortement. Ce qui fait qu'en fait, tout simplement, elles évitent de s'exposer à de la stigmatisation en dissimulant les interventions par tout un tas de stratégies. Donc oui, je pense qu'on peut vraiment répondre qu'il y a toujours une forme de tabou, alors même que c'est un acte qui concerne une femme sur 3 au cours de sa vie féconde, c'est-à-dire qu'en fait c'est un acte très banal et qui concerne une grande partie des femmes en France aujourd'hui. À votre avis, quels sont les facteurs qui empêchent la parole ou qui la norment ? Deux façons d'y répondre. Soit on répond en prenant tout un ensemble de normes en amont qui viennent contrôler la sexualité des femmes, soit on part plutôt du point de vue des femmes qui ont intériorisé ces normes et qui en fait vont faire elles-mêmes ce travail de contrôle de la parole. Alors ce qui fait que les femmes elles-mêmes, je commence par là, n'en parlent pas, c'est qu'elles veulent simplement, c'est déjà un choix qui est pas forcément facile, donc elles veulent s'épargner en plus d'avoir un certain nombre de réflexions, de regards, de remarques, voire de tentatives de dissuasion. Donc on a déjà en fait un contrôle de la parole des femmes elles-mêmes qui explique ce silence, mais dans le fond, si elles en parlent pas, c'est parce qu'on a autour de ça tout un ensemble de normes qui sont des normes en fait liées à des rapports de genre et à des rapports de pouvoir qui font qu'on a encore aujourd'hui un très fort contrôle de la sexualité des femmes, qu'on reproche aussi beaucoup en France aux femmes de pas maîtriser leur contraception, qu'il y a un rapport à la maternité où on considère encore que la maternité est absolument centrale dans l'identité des femmes et donc on a du mal à comprendre qu'une femme refuse cette maternité. Et enfin, il y a évidemment, et c'est tout le discours là plutôt anti-IVG, toutes les représentations qui sont liées au début de grossesse, donc la question de comment on se représente l'embryon, du rapport entre guillemets à la vie, c'est-à-dire comment on considère cette grossesse qui débute. Donc voilà, ça c'est tout un ensemble de normes qui contribuent à cette stigmatisation et à ce silence, à mon avis. Lors de cette manifestation du 17 janvier dernier, la personne qui en était la porte-parole, Aliette Espieux, a dit cette formule étonnante. Le message est de rappeler que l'avortement est avant tout une violence faite aux femmes. On a souvent l'habitude de le présenter comme un droit, mais c'est un droit de se faire bâillonner. Comment vous analysez cette forme de parole-là ? Comme une utilisation très stratégique des anti-IVG, du détournement du discours du droit des femmes en fait. C'est-à-dire que les anti-IVG sont des collectifs qui sont très bien organisés, y compris au niveau international, et qui sont très forts en termes de communication pour reprendre à leur propre compte des discours sur le droit des femmes ou la défense de la vie. C'est-à-dire qu'ils recyclent en fait des mots très positifs pour essayer de montrer que l'avortement c'est affreux. Et à mon avis, c'est vraiment une façon
de contredire ou en tout cas de faire mentir les slogans féministes. Pourquoi l'IVG est pas une violence faite aux femmes, même si évidemment c'est pas agréable d'avorter, hein. Il faut quand même rappeler que aucune femme n'avorte de gaieté de cœur, disait Simone Veil, mais c'est vrai, hein, toutes les femmes préféreraient ne pas avoir à en passer par là, mais quand elles font ce choix-là, c'est qu'elles ont évidemment pas d'autre solution et que c'est un choix qui leur permet en fait de s'assumer, d'assumer leur corps, d'assumer leur fertilité et de décider ou non si elles veulent devenir mère ou pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment une forme de détournement assez fallacieux à mon avis du discours qui consiste à faire croire qu'on se bat pour défendre les femmes alors qu'en fait c'est faux. Après, et il y a un point là-dessus qui peut être intéressant et où peut-être on peut commencer à réfléchir, c'est la question en effet de repenser les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire qu'un avortement en fait c'est toujours issu d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, avec une charge contraceptive qui encore aujourd'hui est laissée quasiment exclusivement à la charge des femmes, et donc chercher à répartir mieux cette charge contraceptive en rappelant que la sexualité hétérosexuelle, elle a lieu entre un homme et une femme, et réfléchir davantage à une contraception en particulier masculine, à mon avis, il y a des choses à creuser de ce côté-là pour que les femmes en amont aient pas à se charger seules elles-mêmes de la contraception en réalité, voire même, si on va encore plus en amont, des enjeux à repenser la sexualité, parce qu'il faut quand même rappeler que ce qui fait que les femmes tombent enceintes, c'est qu'elles ont une sexualité avec pénétration, qui est pas forcément celle la plus susceptible de leur donner du plaisir, alors même que la contraception c'est fait pour avoir une sexualité donnant du plaisir. Donc à mon avis, il y a des tensions en effet en termes de rapports de genre qui sont à explorer en amont de la grossesse, mais une fois que la grossesse est là et que les femmes n'en veulent pas, c'est une violence que de pas leur permettre d'interrompre cette grossesse le plus rapidement possible en réalité. Ça, à mon avis, il y a aucun doute là-dessus en tout cas. Est-ce que la bataille, on va dire, de l'espace public pour porter cette parole aurait été perdue? Alors à ce moment-là, quels sont les espaces de parole? Où avez-vous recueilli la parole des femmes qui ont eu recours à l'avortement? Alors moi j'ai eu un peu de mal à trouver des femmes prêtes à témoigner parce que c'est pas si simple en fait de parler d'avortement. Je suis passée en fait par les centres spécialisés qui réalisent des avortements qu'on appelle les centres d'orthogénie et par des appels à témoignages en ligne. Cela étant, je suis pas du tout sûre qu'on ait perdu la bataille de la parole. On a peut-être perdu la bataille de la rue, mais j'en suis pas sûre du tout, là, encore une fois. En fait, je pense qu'il faut voir qu'il y a une forme de recomposition dans le féminisme contemporain et qu'aujourd'hui, on a des mobilisations qui sont beaucoup tournées contre les violences. Donc, les violences sexuelles, l'inceste, les violences conjugales, les féminicides, et que du coup, en effet, dans ces combats-là contemporains, l'avortement a une place qui est un peu moindre et un peu moins visible, mais en fait, ces combats-là participent d'un questionnement des rapports de genre qui font que, en fait, on questionne en faisant ça la place des femmes dans la société. Et donc, par rapport à ça, on a quand même eu, de façon moindre mais réelle, des femmes qui se sont exprimées sur leur IVG. Je pense par exemple au hashtag paye ton IVG, un peu sur le mode de paye ta schneck ou de hashtag de parole comme ça. Alors ça n'a pas du tout eu l'effet d'un hashtag MeToo, hein, mais on a quand même des espaces où la parole se libère un petit peu. Mais quelque part, il y a une forme d'ambiguïté par rapport aux femmes, c'est-à-dire que comme ça fait quand même 40 ans que c'est un droit, et même si ce droit est précaire et toujours contestable, les femmes en fait sont un peu en tension entre d'un côté c'est un droit, donc si ça s'est mal passé, peut-être que je suis pas très légitime à en parler. Enfin voilà, il y a cette sorte de tension contemporaine de dire à la fois ça fait 40 ans que ça existe quand même, donc est-il encore nécessaire d'en parler? Et en fait, le besoin de confronter ça à une expérience qui est parfois violente. Enfin voilà, les questions des violences, elles touchent aussi l'avortement. On a des violences abortives, comme on a des violences gynécologiques, obstétricales. Donc c'est des questions en fait qui sont liées. Mais c'est sûr que l'IVG est pas centrale dans ce questionnement-là. Dans votre travail de recherche, la question de la parole est entendue au sens de confidence, une ressource face à l'IVG. Que traduisent ces notions ? Alors l'idée, moi, de ce travail de thèse, donc là, bon, ça évolue un travail de thèse, hein. Là, je m'intéresse vraiment à la stigmatisation et donc en fait à la circulation de la parole, de la confidence, du silence. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si en effet l'IVG est tabou dans certains milieux, en particulier l'espace professionnel en réalité, la parole par ailleurs circule et elle circule relativement bien, notamment entre femmes en fait. Et il y a une espèce de contrôle de la parole et de circulation de la parole qui se fait entre femmes. En particulier, les femmes ont beaucoup de ressources, en fait. C'est-à-dire que quand elles s'aperçoivent qu'elles sont enceintes et qu'elles veulent interrompre leur grossesse, alors, selon la relation avec le partenaire sexuel,
ce partenaire est ou pas le premier interlocuteur. Ça dépend vraiment si on est dans une situation de couple stable ou au contraire si c'est une relation un peu plus courte avec moins de confiance, etc. Mais quoi qu'il en soit, qu'elles soient en couple ou pas, elles ont toujours des amis qui parfois, même souvent, ont déjà été confrontés à ce type de problématique. Donc on a quand même une parole qui circule vraiment beaucoup et un soutien, en fait, une forme de sororité ou d'adelphité entre femmes de ce point de vue-là. Mais en réalité, une fois qu'on a dit ça, ça pose aussi la question de l'assignation des femmes à la responsabilité contraceptive et procréative, et du fait que quand on pense procréation, en fait, on pense au féminin, alors que c'est des questions qui concernent aussi les partenaires masculins, quoi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment alors, en termes d'éducation, alors pour le coup, quelle est la direction à emprunter? Faut-il repenser la question de l'éducation sexuelle? Toutes ces questions-là sont plus que jamais nécessaires. Alors il y a deux façons en fait de penser l'éducation. Il y a l'éducation des adolescents, des jeunes, donc toute cette question d'éducation sexuelle qui est à faire, qui est un débat en soi. Mais il y a aussi en fait une question de formation des médecins, tout simplement parce qu'en fait ce qui expose le plus les femmes, c'est assez souvent la prise en charge quand même. Et en fait quand elles sont dans des centres d'orthogénie avec du personnel formé, en général ça se passe plutôt bien. Les endroits qui sont où les femmes sont mal prises en charge, c'est quand elles sont prises en charge par des personnes qui sont pas formées, voire qui ignorent simplement qu'elles demandent une IVG. Et en fait, du coup, il y a aussi un enjeu à éduquer à la contraception et à l'avortement, à faire comprendre aux médecins, et alors au reste de la société aussi, mais quand même aux médecins principalement, vu que c'est eux qui prennent en charge les avortements, que une IVG n'est pas nécessairement un problème de contraception, c'est-à-dire que dans 70% des cas, en fait, les femmes utilisent une contraception et la contraception échoue. Donc la majorité du temps, l'avortement, c'est la conséquence d'un problème avec la contraception, mais pas forcément parce qu'elle est pas utilisée. La plupart du temps, elle est utilisée. Et en fait, ce qui explique que les femmes avortent, c'est qu'on a ce qu'on appelle une transformation des normes procréatives, c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, comme on est dans un modèle qui est celui de la maternité choisie, les grossesses qui sont pas désirées et pas prévues sont avortées beaucoup plus systématiquement. Et c'est ça qui explique qu'on a un nombre d'avortements qui a pas diminué depuis la légalisation de la loi Veil, alors même que la couverture contraceptive est bien meilleure. Donc, au-delà de l'éducation à la l'éducation à la contraception, elle est à peu près intériorisée. Après, il y a un chiffre un peu incompressible d'échecs de contraception bien prise ou de mauvaise utilisation de la contraception ou simplement exceptionnellement de non-utilisation de la contraception parce qu'elle vient gêner le rapport sexuel. Donc il faut aussi penser que la contraception a un impact en fait sur le plaisir qu'on retire de la sexualité. Des femmes qui prendraient la pilule et qui auraient plus de libido parce qu'elles prennent la pilule, le but de la pilule si c'est d'avoir une sexualité épanouie, mais que la pilule en elle-même vient tuer dans l'œuf cette envie de sexualité, ça pose question. Enfin, à mon avis, il y a tout un ensemble de choses à repenser un petit peu en amont en fait de ça. Donc oui pour l'éducation sexuelle, mais pensez aussi la question des médecins et la question de mieux faire comprendre en fait pourquoi ce nombre d'IVG est stable et en fait fait partie d'une donnée structurelle et difficile à réduire. Est-ce que en ce moment de pandémie de Covid-19, est-ce que vous avez eu, par exemple, parmi les paroles que vous avez recueillies, des inquiétudes dans le fait de ne pas avoir eu accès à l'IVG durant le confinement ? C'est évident qu'on a fait comprendre aux femmes qui étaient enceintes et qui voulaient avorter le plus vite possible, puisqu'en fait, quand elles veulent pas garder la grossesse, dans l'immense majorité des cas, c'est très clair et elles veulent que l'IVG se passe le plus rapidement possible, qu'on fasse comprendre aux femmes que leur situation était pas urgente et que du coup on décale les opérations. C'est clair que ça pose question et ça pose problème et que l'IVG en fait est quand même un peu partout et tout le temps une urgence. À mon avis, et continuer à dire qu'une IVG c'est urgent à réaliser, d'autant plus que au-delà des délais légaux qui sont évidemment en jeu, mais simplement le fait que c'est désagréable d'être enceinte quand on n'a pas envie de l'être et puis qu'il y a quand même l'embryon qui continue à grossir, c'est vraiment des enjeux très importants. Donc à mon avis, il y a un intérêt fort à défendre l'accès à l'IVG évidemment le plus rapidement possible pour les femmes qui en font la demande, quoi. Est-ce que il y a une histoire de la parole féminine sur la reproduction qui est à faire? Est-ce qu'elle reste à écrire? Vous êtes un des maillons de la chaîne? Alors j'espère. C'est un sujet en fait. Moi j'ai beaucoup de jeunes chercheuses, des masterantes ou des personnes qui réfléchissent à un projet de thèse qui me contactent et qui s'intéressent beaucoup en fait au récit de l'avortement, que ça soit dans la littérature, sur les blogs, etc. Donc moi j'ai cette
poser les choses un petit peu dans la thèse que je suis en train d'écrire, mais vraiment voilà avec cet angle moi sur stigmatisation, façon dont le stigmate est géré, et donc évidemment rapport à la parole, etc. Mais c'est sûr qu'on manque d'une histoire au long cours sur l'écriture au féminin, sur les prises de parole, sur les lieux de cette prise de parole. Il y a en particulier, moi j'ai pu travailler sur le fonds d'archives de Ménie Grégoire, qui était journaliste donc dans les années en gros de la fin des années 60 au début des années 80, et qui est la première à avoir parlé de l'intime à la radio, et qui a un fonds d'archives absolument merveilleux de témoignages des femmes sur toutes les questions intimes en fait, donc sexualité, contraception, gestion des enfants, rapport à la famille, etc., et qui est la première à avoir donné la parole aux femmes. Et en fait cette parole elle existe, et les archives existent, c'est-à-dire il n'y a pas que celle-ci, mais celles-ci en particulier sont très très belles, et on s'aperçoit que depuis très longtemps les femmes ont beaucoup de choses à dire en fait. Donc oui, à mon avis, cette histoire-là, elle reste à écrire, et il y a beaucoup de jeunes chercheuses qui sont en train de s'emparer de ces sujets. Donc ça, voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci Laurine Tizy. Je rappelle que vous préparez une thèse de sociologie sous la direction de Dominique Mémy, directrice de recherche émérite au CNRS. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.